tous, bienvenue pour cette conférence sur les super-héros. On va parler notamment de Marvel. On va vous montrer plein d'images aujourd'hui. Donc pour cette conférence, j'ai avec moi 3 intervenants qui ont travaillé notamment sur différents films de super-héros. À côté de moi, Fabrice Di Chico, bonjour. Bonjour. Qui a travaillé notamment sur Green Lantern. Oui. Et d'autres projets. D'autres projets, ouais, mais pas vraiment Marvel ou DC, mais ouais. Alors, Green Lantern notamment. Un petit mot d'abord pour commencer cette conférence. Un petit mot de présentation. Quel est votre travail en général pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui ? Donc, j'ai commencé fin 2010 à faire du tracking dans une petite boîte qui s'appelle PinoTFX. Et après, j'ai travaillé chez Dinec pendant un peu plus de 6 mois. Et maintenant, je travaille à Framestore. Je faisais du tracking aussi. Et maintenant, je fais du lighting. D'accord. On peut rappeler ce que c'est le lighting pour ceux qui découvrent ? Le lighting, c'est tout ce qui est lumière et shader au niveau des matériaux, look dev. On intègre par exemple un objet 3D ou un personnage 3D pour qu'il soit réaliste et qu'on ne voit pas du coup la différence quand on l'intègre dans un vrai plan. Alors on en reparlera tout à l'heure, on aura des images pour vous expliquer tout cela. Avec nous aussi aujourd'hui Julien Dussel. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Dussel qui a travaillé sur Avengers notamment, on parlera aussi de Thor, on parlera de l'univers Marvel, on parlera de tout ça dans la conférence, on aura plein d'images à vous montrer. Julien, pareil, un petit mot de présentation, quel est votre travail notamment sur ces films ? Donc j'étais en compositing. Donc compositing, c'est la dernière étape avant la remise au client. Donc on prend tous les éléments provenant de la 3D et des plaies de tournée, on mixe le tout et on présente au client un produit fini et joli, en espérant qu'il l'approuve et qu'il nous paye pour ça. Ouais. C'est le but, normalement. Tout à fait. Tim Mandler aussi est avec nous. Bonjour Tim. Bonjour Nicolas. Tim Mandler qui est superviseur en effets visuels et avec lui on va mener cette conférence. Il va poser toutes les questions un peu techniques pour vous donner aussi les coulisses et un peu titiller nos 2 intervenants du jour. Si vous avez des questions d'ailleurs dans la salle, n'hésitez pas, je vais monter dans la salle, venir vous voir. Vous n'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions, vous levez la main ou le bras, ce que vous voulez, vous faites des grands signes et j'arriverai, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Voilà, Tim posera aussi des questions techniques, si vous ne comprenez pas certaines choses, n'hésitez pas, on expliquera tout cela. Donc plein d'images à vous montrer aujourd'hui. Tim, je te laisse bien sûr aussi poser les questions à nos 2 intervenants. Moi j'aimerais juste aussi savoir cette passion peut-être aussi d'où c'est venu. Là on fait des super-héros. Un petit mot sur la passion, je pense que si vous aimez ces super-héros forcément, d'où ça vient tout ça, un petit mot ? Oui, tout ce qui est bande dessinée, comics, il y a très longtemps, et puis commencer à travailler dans le cinéma, et puis arriver sur ce genre de projet à la fin, ce qui est assez extra quand on aime ça. Et non, les projets. En plus, on en a une grande série. Ils ont prévu des projets jusqu'en 2020 pour l'instant. Et il y a un bon schedule, donc il y a assez de travail pour quelques années. Je crois que d'ailleurs on va parler aussi des projets un peu à venir, on va voir un peu ce qui arrive. Oui, sans trop de secrets, pour avoir des problèmes avec les compagnies, mais oui. Sans trop dévoiler de choses, d'accord. Fabrice aussi un petit mot sur le démarrage et peut-être aussi ce goût pour les super-héros. Ouais, les super-héros, pareil, les bandes dessinées, les trucs comme ça, et puis voir aussi les films avec les gros budgets comme Matrix à l'époque, tout ce qui est vraiment les gros films, c'est ça qui donne envie pour faire des effets après. Très bien. On va découvrir donc quelques effets visuels. On commence, je sais pas, avec Fabrice, avec des petites images sur Green Lantern. Et puis Tim qui va te poser bien sûr toutes les questions pour avoir toutes les coulisses et les secrets de fabrication. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter, Fabrice ? Du coup, ça va être la partie tracking, en fait. Donc, c'est la première étape quand on fait une des premières étapes quand on fait de la 3D. C'est quand on a un plan qui est filmé, on cherche des points dans l'image et je vais vous montrer en fait un exemple. Il y en a qui ont déjà vu parce que j'ai déjà montré ça. Mais... en fait, donc là, il y a des acteurs avec ils ont des marqueurs sur eux, puis on voit qu'il y a un fond vert, enfin un fond bleu avec des marqueurs aussi. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit traquer donc dans l'image tous les points roses qu'on voit. Là, on voit qu'il y a des cônes, c'est parce que ça a déjà été traqué, donc ça, c'est les cônes 3D. Donc on traque tout le plan comme ça, il faut qu'on trouve un maximum de points dans l'image à différentes distances, à différentes profondeurs.
Et une fois qu'on a ça, on a la caméra qui est assez stable et on peut l'exporter dans un logiciel 3D comme Maya ou autre. Donc nous, on utilise Maya. Et avec ça, on peut importer un personnage 3D. Donc on a eu une référence je ne sais plus comment il s'appelle, mais Ryan Reynolds, de la même dimension, etc. Et on doit essayer de le positionner donc, à la même distance, pas toucher à la taille. Et ensuite animer pour caler au maximum à ce qu'il fait dans le plan, parce qu'on voulait lui rajouter le costume. Voilà, c'est grâce à ces points qui sont positionnés que vous pouvez recréer n'importe quel costume par-dessus lui. Hein. En fait, les points de track sur le corps, ils nous servent à récupérer une première passe d'animation. En fait, on va traquer tous les points, par exemple, que ce soit le point noir au milieu et même les coins, pour essayer d'avoir le maximum de points sur le torse et les reprojeter en fait sur le personnage 3D. C'est de la motion capture, mais à la main. C'est pas comme on voit souvent dans d'autres, c'est plus dans des films d'animation où il y a les gens ont des marqueurs, mais c'est automatiquement relié à l'ordinateur et on a tout de suite le mouvement en temps réel. Alors que là, vu qu'on doit intégrer, il y a quand même une partie réelle vu qu'il y a le personnage. Du coup, on peut pas utiliser cette méthode-là et on est obligé de faire comme ça, en fait, faire à la main. Et donc des fois, si c'est bien fait, parce que des fois il y a un superviseur tracking qui est sur le set, et à ce moment-là, il y a une caméra principale plus deux témoins qui sont à différents endroits sur le set, et ce qui nous aide à avoir par exemple ce point-là, on peut le voir, il est dans les 3 caméras, et ça nous donne une bonne représentation du point dans l'espace en fait, en vue 3D, parce qu'on a beaucoup plus de références que si on avait que l'image principale. Bon, on sait que le point il est là, mais c'est plus 2D en fait, on a du mal à savoir où est-ce qu'il est dans l'espace, on n'a pas beaucoup d'informations. Et alors que là, on sait que voilà, il était plus au milieu ou quoi, ou alors tiens, il y a cette tige-là, on le sait sur le set, à combien c'est de distance de la caméra, etc. pour s'y retrouver. Donc ça a été vraiment du tracking et du body tracking, ça s'appelle pour ce qui est au niveau des points, au niveau du costume. On m'avait demandé aussi pourquoi il y avait par exemple des gens sur le set qui, par exemple, il y a cette fille qui donne des coups de bâton, en fait, c'est pour dire à l'acteur de se retourner au bon moment. Parce que sinon, il ne le sait pas forcément, vu que ça va être 3D, une épée 3D, donc du coup, c'est pour l'aider, en fait, pour savoir à quel moment il doit se retourner. Alors, si vous n'aviez pas ces informations sur l'image, on explique, ce serait peut-être très difficile de rajouter tous ces éléments de décor, rajouter tous ces éléments sur les personnages. Comment vous feriez? Ce serait pas possible. Sans traquer, vous voulez dire ? Non, c'est pas possible, parce que si on traque pas l'image, par exemple, si je vous filme et qu'après je veux rajouter un objet 3D que je crée, par exemple, j'ai envie de poser sur cette chaise-là, l'objet 3D, il va pas bouger et la caméra va bouger, du coup, même s'il est super beau, on peut faire un super lighting, etc. Et en fait, ça servira à rien, il faut vraiment qu'il suive le mouvement de l'image. Et ensuite, il faudra rajouter par exemple, un faux siège pour avoir les ombres avec les lumières qu'on va placer, etc. Et après, au niveau mettre un matériau intéressant pour que ça corresponde aussi au niveau des couleurs, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail. Ouais. Et sans le tracking, en fait, on peut pas avancer. En fait. Ils ont besoin de ça pour pouvoir faire la modélisation, l'animation, etc. Et ils ont besoin de références. Comme là, pour le personnage, on voit qu'il est à la même échelle, la même dimension. Il a des sortes d'échasses, mini-échasses pour être... parce que quand Ryan Reynolds va regarder, il va pas regarder à la même hauteur, il est obligé de regarder à la bonne dimension, sinon le spectateur va se rendre compte qu'il y a un problème au niveau de la taille. En fait, le tracking, on en a parlé déjà hier un peu, mais c'est justement toute l'étape pour intégrer et faire le lien, j'appelle ça des agents de liaison, entre la prise de vue réelle et les images de synthèse. Moi, je dis pour faire simple, quand un film est entièrement fait en prise de vue réelle, il n'y a pas d'images de synthèse qui seront intégrées, on n'a pas besoin de faire du tracking des plans. Par contre, si un film est entièrement en images de synthèse, comme des films, comme on dit aujourd'hui, dessins animés,
Pareil, on n'a pas besoin de faire du tracking. À partir du moment où on veut intégrer image de synthèse dans la prise de vue réelle ou le contraire, en ce moment, il faut avoir une copie conforme de ce qui a été fait à la prise de vue réelle dans un univers en image de synthèse. Alors, je ne vais pas trop théoriser là-dessus, mais je trouve ça intéressant de lancer un peu la réflexion. Qu'est-ce qu'une image prise de vue réelle, une image 2D, donc plat? C'est une réduction d'une scène qui est bien en 3 dimensions. Une scène réelle d'un décor et quelque chose, elle est réduite à la simple, aux ces 2 dimensions, hauteur et largeur. Donc c'est une réduction 3D, 2D. C'est ça une image, une photo que vous prenez avec votre appareil et votre téléphone, c'est une réduction 3D, 2D. Et tout le cinéma, depuis toujours, fonctionne en tant qu'espace 2D. À partir de ce moment où maintenant on dit, on a des images qui ont été tournées, mais maintenant on va le remettre dans un univers en 3 dimensions pour faire des trucages en 3 dimensions en images de synthèse, il faut faire l'étape inverse, il faut retirer les informations de la profondeur de l'espace 3D pour le remettre dans un espace 3D en image de synthèse. Donc le tracking, c'est essentiellement ça, prendre une image qui n'a juste que 2 dimensions, hauteur-largeur, et par les mouvements de caméra, par les caméras supplémentaires, auxiliaires, gauche-droite, ce qu'on a vu, et ainsi de suite, reconstruire une doublure numérique en 3 dimensions dans un espace 3D. Donc effectivement, c'est une étape qui s'est faite tout de suite après le tournage. Et pour l'avoir vécu aussi un peu, c'est le moment un peu difficile parce que le tournage vient de se terminer, on vous passe les éléments et après, ça serait bien d'avoir la chose faite pour hier. Et tout le monde attend que vous avez fait votre travail pour qu'il puisse mettre l'animation, pour qu'il puisse mettre les extensions des décors et tout ça. Voilà, donc c'est une étape assez en amont et qui se fait très tôt dans le processus. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être. Déjà, oui, sur Green Lantern. Non? N'hésitez pas. Hein. Ah, bien, David. Allez. On passe à Julien. Moi, en fait, j'avais une question sur Green Lantern par rapport au dernier plan qu'on a vu avec le background et les 3 personnages. Si on pouvait remettre ce plan. Voilà. Combien faut-il de personnes pour créer tout le décor, tout créer ce plan? Combien y a-t-il de personnes travaillant sur un plan comme cela? Dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui s'occupe juste, une personne qui s'occupe du tracking, parce que là en plus les personnages bougent pas trop. Ensuite, il y a quelqu'un qui doit s'occuper. Il y a des assets en fait, on appelle ça. Par exemple, les costumes sont modélisés par quelqu'un. Enfin même des fois par plusieurs personnes qui doivent aussi générer, parce qu'il y a comme des effets des FX en fait qui passent une sorte de lumière en fait sur le costume. Donc ça c'est plus ta partie qui s'occupe des CFX. Donc il y a ça. Après il y a toute la partie donc texture. Après il y a l'animation, parce qu'en fait même quand moi j'ai fait le tracking, c'est la première passe, mais il y a l'animation qui repasse derrière pour essayer d'affiner les courbes. Et pour essayer d'avoir un meilleur mouvement et que ça cale quand même au personnage. Là, dans ce cas-là, pour celui-là, c'est pas important en fait même si c'est pas mon animation, par exemple, ce que j'ai fait en body track est pas parfaite, c'est pas grave vu qu'il remplace la tête, il remplace tout. Du coup, ils peuvent se permettre l'animation va modifier complètement en fait ce personnage ou peut-être même rajouter des choses après en fait. Mais au moins, ils ont une base de savoir, ok, il est à tel endroit, il est de cette taille-là, etc. Donc ça leur donne des informations. Mais ouais, ça peut être beaucoup de personnes en fait, sur un plan. Parfait, merci. Alors j'ai une question ici. Donc je voulais savoir en fait, comment vous faites quand vous avez des éléments bleus et verts en même temps pour faire la map alpha. Pour détourer, tu veux dire? Ouais, pour la map alpha. Dans ce cas-là, c'est mon domaine, plutôt le compositing. Donc, dans ce cas-là, on travaille en roto, donc on doit détourer image par image, parce qu'on peut choisir une des 2 couleurs et enlever une des 2 couleurs. Donc, par exemple, on prendra la couleur la plus importante. Dans ce cas-là, si tout le fond est bleu, on prendra le fond bleu et on détourera le vert, ou on pourra essayer de quiller, parce que si on peut séparer 2 couleurs, si le bleu est pur et le vert est pur, on peut essayer de séparer, d'isoler les 2 couleurs séparément sur l'image. Donc c'est pas vraiment le plus difficile. Le plus dur, c'est quand on mélange
un fond vert avec de l'herbe, ça, c'est le plus horrible parce que de l'herbe, en plus de l'herbe avec du vent dedans, ça bouge bien, donc il faut bien détourer chaque herbe. C'est plus facile de refaire de l'herbe en 3D après demander à la 3D de faire de l'herbe que de s'amuser à détourer l'herbe image par image, ou aussi costume, cravate bleue sur fond bleu, ou ça devra se faire à la main. Il n'y a pas d'autre solution dans ce cas-là. Mais généralement, les VFX sub sur plateau règlent ça, ils font attention à ça pour éviter le problème, n'est-ce pas? Oui, en théorie, mais après, je ne sais pas, ça c'est certainement déjà aussi arrivé quand on a dit voilà, on va faire ça comme ça, et une fois qu'on est sur le plateau, ben, ça sera autre chose. Je veux dire, il y a même des réalisateurs qui sont célèbres, je ne citerai pas de nom, de mettre en place tout dans cette direction, lumière et tout, et on est prêt à tourner, on attend que le moteur, et on peut dire ouais, maintenant je vais tourner là. Parce qu'en même temps, il récupère en plus, il change de scène, c'est pas le même dialogue et tout ça, et ça lui ramène un peu de spontanéité sur le jeu de comédien. Alors on essaye d'éviter ça, mais voilà, je pense qu'on n'y arrive pas tout le temps. Parce que généralement, de plus en plus, comme on voit le prix d'une journée plateau, il faut payer tous les techniciens en une journée, donc c'est super cher, il faut que tout le monde soit synchro. On voit qu'une journée de post-production, même une semaine de post-production, coûte pas grand-chose par rapport à un prix d'une journée de plateau avec une centaine de personnes. Donc généralement, ils préfèrent fixer ça en post-production, comme ils disent. J'ai un fixed and post, mais c'est bien que tu parles de ça parce que je vais rebondir là-dessus. Est-ce que quelqu'un a une idée de combien coûte une journée, une heure, une minute de tournage sur un film? Je ne parle même pas de film plein d'effets spéciaux, mais je veux dire un budget normal d'un film américain, un petit film américain. Est-ce que quelqu'un a une idée? Une idée dans la salle. Un prix. Par minute. Allez là-haut. Ou par heure ou par jour. Combien? 10 000 euros. 10 000 euros. Eh ben, c'est plus ou c'est moins? On peut faire un juste prix. Hein. Mais il n'y a rien à gagner, c'est ça qui est dommage. Des places du cinéma peut-être. Alors, j'étais sur le tournage de Irving Winkler et c'était One of Those Things qu'il a réalisé. Alors il faut savoir, Irving Winkler, c'est un producteur américain. Avant de passer à la réalisation, il était en production. Donc il avait quand même très bien géré toute cette chose-là. Il avait calculé que la minute sur le plateau, ça lui coûtait $100. Et donc vous faites le calcul, vous avez 60 minutes par heure et vous avez 8 heures de plateau en gros. Donc on est à $48 000 si je calcule rapidement la journée de tournage. Au point qu'il y avait deux choses. Il y avait une comédienne qui arrivait 5 minutes en retard et il a dit elle m'a coûté $500. Donc là, ça casse un peu. Et il y a un autre exemple. Justement, on avait tout préparé un plan dans un sens. Et puis, finalement, pour des raisons esthétiques, on a dit et si on élargit un peu, si on sera un peu plus large. Et du coup, il y avait une tour avec une lumière qui était en haut, qui faisait un contre-jour, avec un gros projecteur qui rentrait dans le champ, et c'était pas prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Très simple, parce que mathématique. On va voir le gars de la post-production, on lui dit, si tu m'effaces cette tour en post-production, tu me reconstruis le décor derrière, ça coûtera combien? Et d'accord, il a une réponse. Il va voir le chef machinot et les électros, il dit, si vous me bougez cette tour de là à là, ça prendra combien de temps? Ils ont dit 20 minutes. Si la réponse du superviseur CG c'était plus que 2 000 euros, eh ben on attendait 20 minutes et on poussait la tour. Ouais, c'est exactement ça. C'est des calculs mathématiques en plein tournage en fait. Oui, mais heureusement, c'est pas à nous de les faire. C'est juste de savoir combien ça coûte si. J'imagine. Mais il faut savoir que sur des projets comme ça, si je me rappelle bien des chiffres pour Green Lantern, à la fin, parce qu'ils ont eu pas mal de reshoots, si je me souviens bien pour ce film-là, à la fin, le budget VFX, uniquement le budget post-production, donc création de tous les décors, création de la 3D, en post-production était de 57 millions de dollars, ce qui était à l'époque le plus cher. Maintenant, quand on voyait des Avengers 2 ou même Jungle Book, Jungle Book, c'est encore totalement différent parce que c'est full 3D. Là, on est au-dessus de 100 millions de dollars juste pour la post-production. Donc, tous les effets, toutes les créatures, tous les décors. C'est des budgets considérables parce que ça emploie beaucoup de personnes et ça met du temps. Il n'y a pas juste un bouton création de singe et on appuie et ça marche. Malheureusement, il faut tout créer de zéro et il faut respecter la physique et respecter
la réalité. Essayer d'arriver le plus proche possible de la réalité. Ce que j'allais demander sur des gros projets comme ça peut mobiliser combien de personnes environ? Par exemple, sur un Jungle Book où on parle de 100 millions de dollars, tout est numérique, 3D. Je n'ai pas malheureusement travaillé sur le Jungle Book, mais suivant ce que Viviane nous avait dit, c'était 3 ans et au total, il y avait une histoire de quelques milliers de personnes au total. Oui. Mais des gens qui partaient du projet, qui arrivaient. Enfin, c'était pas 3 ans avec quelques milliers de personnes, c'est des gens qui sont arrivés à différents moments dans les étapes. Bien sûr. Mais je pense qu'on sous-estime très facilement les gens qui travaillent sur un film. Parce que je prends les Harry Potter, il y a 1200 personnes sur le générique, il y a des gens qui ne sont pas sur le générique aussi, parce que parfois c'est regroupé sous une fonction, sous une société prestataire, c'est juste marqué par exemple Additional Visual Effects, donc effets visuels supplémentaires, et puis il y a juste le nom de la société, il peut bien y avoir 50 personnes qui ont travaillé dans cette société. Ça c'est une chose, et l'autre c'est pour faire une comparatif, parce que je me suis amusé, vous vous souvenez, j'avais travaillé sur Minuscule, donc qui n'est pas un film à grand effet visuel, mais puisque je l'ai vu souvent de films, je l'ai souvent présenté, je l'ai vu souvent, je suis resté jusqu'au générique de fin, et j'ai compté, et c'est quand même un film, je veux dire, bon, un film d'animation certes, mais sinon c'est quand même pas un film à super budget, et il y a quand même 400 personnes sur le générique de Minuscule. Donc on ne dirait pas forcément comme ça pour un film. Je veux dire, qui regarde les génériques encore, hein? Mais je veux dire, restez, rien que pour le fun, restez à la fin de votre séance et comptez un peu tous les gens qui sont dessus. Ben voilà, c'est pas 40 personnes qui font un film. Donc clairement, mais le générique, généralement, c'est pour la famille et les amis. Pour dire, ah regardez, on est là. Oui. Ah, j'y suis dessus. Exactement. C'est les seuls qui achètent les DVD aussi. Les autres les récupèrent sur Internet. C'est pas bien. Fabrice aussi, peut-être d'autres images autres que Green Lantern, je crois. On va parler un peu avec Batman versus Superman. C'était quoi ça? Il y a Tommy qui sera en train de regarder ça. Donc j'ai pas travaillé dessus, mais c'est Pierrick qui est pas là aujourd'hui, mais qui nous a laissé ces images pour vous montrer les différences en fait. Donc c'est le même principe en fait, donc il y a toujours un fond vert. Et attendez, je vais essayer de grandir peut-être un peu. En fait, si je mets en plein écran, ça marche pas. Faut changer de l'un à l'autre. Donc c'est pareil, voilà les points de track sur le perso, ils vont complètement le remplacer ensuite. Et puis ils le font vert, mais ils gardent quand même. Tout dépend en fait. Si vraiment il y a interaction avec le personnage, des fois ils le remplacent par un personnage 3D, mais c'est toujours une bonne référence d'avoir Superman par exemple qui est à tel endroit, etc. Là, la différence est marrante quand même. Il faut savoir que durant les productions, la post-production, donc on a les plaies du client du plateau. Et tout est malléable, c'est-à-dire le client souvent change énormément de paramètres, position des personnages, taille des personnages, couleur, et même le personnage principal qui n'est pas changé, donc Superman dans ce cas-là, parfois on lui rajoute une cape ou sa position n'est pas bonne, l'éclairage sur lui n'est pas bon, donc finalement on finit par faire un double numérique, donc on recrée le personnage en 3D et on fait ce que le client a dans la tête. Donc voilà. Là, on a gardé en fait ils ont mis quelque chose en plus sur Batman pour vraiment qu'on sente que le jeu d'acteur soit un peu plus, qu'il sente qu'il y a un poids de l'armure, etc., qu'on le ressente dans l'animation. Donc ça, pour les points de tracking, c'était intéressant justement qu'ils soient un peu comme ça et qu'on le sente. Même si après l'animation va retoucher, c'est quand même bien d'avoir ça avec les points de tracking. Et là, on voit qu'il y a Superman, donc ça c'est le vrai, mais qu'en fait, il a été changé ensuite par le personnage 3D. Puisqu'il y a interaction vu qu'il va traverser le mur et du coup ils sont obligés de faire le passage au bout d'un moment. Donc, et quand on a par exemple un plan comme ça qu'on reçoit, maintenant je fais du lighting et en fait ce qu'on fait c'est qu'ils ont des rêve balls, on appelle ça. Je pense qu'il a d'ailleurs mis un exemple de ce que c'est après. Le Deadpool. Lequel Je repasserai sur les trucs. Ah, ils les ont enlevés. Bon, en fait, on a des
des aides sur le set en fait qui vont nous aider pour savoir voilà, comment elle a été, comment mettre la lumière dans ce plan-là par exemple. Parce que là par exemple on a un peu d'informations mais avec les ombres très peu et du coup on a deux rêve balls ça s'appelle. Il y a une chrome ball et une autre boule mat. Et en fait, on a des informations de réflexion, donc on sait d'où viennent les lumières. Par exemple, si on mettait une rêve ball ici, on saurait que voilà, on voit dans la réflexion toutes les petites lumières, et ça nous aide pour le placement ensuite des mêmes lumières en 3D avec les mêmes intensités. Et ensuite, essayer de matcher, donc de faire correspondre les couleurs. Par exemple, on a le costume de Superman qui est fait en 3D, donc quasiment le même matériau, etc. Enfin, vraiment pour qu'il ressemble. Il faut que ça corresponde au niveau des... Vous voyez comment il ressemble vraiment au niveau des couleurs et du lighting pour l'intégration. Et comme ça, on peut faire le lien entre le personnage réel et quand il va traverser le mur, ils peuvent faire comme un morph, mais enfin un changement à ce moment-là. Oui, généralement, on passe, dans ce cas-là, quand il va traverser le mur, on passe du personnage réel au ce qui s'appelle le digidouble, donc ce qui est le personnage virtuel. Généralement, on cache ça dans le motion blur, donc quand vous voyez une animation, donc quand Batman va taper Superman, au moment où le personnage Superman va devenir flou à cause de l'impact du point, à ce moment-là, on switch du réel au virtuel, donc normalement, on voit pas trop de... On n'est pas censé voir mais on ne voit pas d'ailleurs dans le film, le passage du personnage réel, le personnage au digidouble. Par contre, oui, on a des références chroma ball, gray ball, donc des références plateau, mais généralement, c'est une première base de travail pour le lighting, mais suivant les désirs du réalisateur et aussi directeur photo, et pour rendre le plan joli, on retravaille l'éclairage, donc la direction d'éclairage est souvent changée un peu par rapport aux références, et parfois on rajoute des lights pour rajouter plus de réflexion dans les yeux, de réflexion sur le personnage. Donc ça, c'est vraiment les références de base pour le travail. Et après, il y a certains plans qui sont utilisés. Donc là, c'était juste en référence parce que Batman a complètement été remplacé par un personnage, par sa version 3D en fait. Mais ça sert de base pour le cadrage et aussi au niveau de la position de Batman dans la scène, au niveau des dimensions, etc. Mais après, ils ont carrément remplacé, même ça, ce morceau-là, ils l'ont remplacé par autre chose après. Oui, vous voyez, pour refaire l'éclairage sur ce plan-là, pour refaire l'éclairage des réflexions sur le côté gauche de Batman, ils ont utilisé le double numérique. Et imaginez-vous que dans beaucoup de films actuellement, que ce soit Jungle Book, que ce soit énormément de films à effet, c'est cette méthode-là qui est employée. Donc on garde très peu du plateau. C'est parfois une perte d'argent, c'est une bonne référence, mais ça donne aux acteurs aussi la possibilité de jouer sur un plateau avec quand même quelques décors. Parce que si le plateau était entièrement vert, sans même le sol, comme ce plan-là par exemple, c'est très dur pour eux de jouer proprement, correctement. Dans ce cas-là, oui, tout est couvert par l'explosion, donc on voit rien. Donc effectivement, dans ce cas-là, on peut se permettre de rien avoir parce qu'il est en lévitation. Et donc vous voyez, la cape est en 3D. Les jambes, sans doute, ont été refaites. Je ne sais même pas s'ils ont gardé le torse et le visage. Si, à mon avis, ils ont gardé le torse et le visage. Mais ils ont refait les jambes pour avoir la bonne position des jambes, la cape, et ils ont fait exploser tout le reste. Donc, dans un plan pareil, tout le décor est virtuel. Il y a ce qui s'appelle des simulations dynamiques, donc tout ce qui est fumée, vous voyez, débris, particules qui volent. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les FX. Nous avons aussi les rayons laser qui tirent tous les deux, et les deux personnages aussi. Mais vous voyez, le compositing, l'étape du compositing, c'est prendre tous les layers, toutes les couches, et de faire une image qui soit jolie. Donc si on pouvait vous montrer, malheureusement on n'a pas la même chose couche par couche, élément par élément, vous verriez qu'on n'aurait pas le glow, on n'aurait pas cette sensation de fumée, de lumière qui traverse toute la fumée. Et donc il y a beaucoup de travail, ça met quand même quelques jours, voire quelques semaines pour ce genre de plan de travail, en considérant toutes les étapes, en partant de cette plaie filmée par le client. Oh. Tiens, j'ai le breakdown. Okay. Du coup, on peut voir peut-être toutes les différences. Vous voyez la différence. Donc ici, ils ont aussi recréé.
ils ont aussi recréé le décor, le paysage. Vous voyez que tout a été modélisé en 3D pour matcher un élément de plate, donc les cascadeurs, on garde certaines voitures. On a les match moves de tout au cas où on doit refaire de l'éclairage, des ombres correctes sur les personnages. Donc parfois, nous ce qu'on essaie en compositing, c'est de garder un maximum d'éléments réels parce qu'on ne remplacera jamais les éléments réels aussi bien que par la plate. Mais si on a besoin de créer du feu, créer des interactions de lumière, des interactions de fluide comme la fumée en dessous, on utilise les match moves complets des véhicules sous plateau. Aussi, ça c'est de la prévise, donc il faut dire qu'à l'heure actuelle, la plupart des films, avant de filmer, tu peux t'arrêter là-dessus. Avant de filmer une scène, la plupart des films actuellement se font en prévise, c'est-à-dire que le réalisateur passe quelques semaines avec une équipe très réduite et il crée sur ordinateur un aperçu assez rapide. Il passe 1-2 journées par plan, si je ne me trompe pas. Ils font un aperçu très rapide du film pour avoir déjà une idée de ce qu'ils veulent raconter dans leur film, des positions de caméra, des angles de caméra, des focales, donc des lentilles qu'ils vont utiliser pour leur caméra. Et ça permet un peu imaginer combien ça va coûter en post-production, donc déjà commencer à faire un devis estimatif, arriver chez un prestataire de post-production et lui dire voilà, nous on a ça, qu'est-ce que vous pensez? Et aussi, ça leur permet d'un peu de budgétiser le timing, de dire voilà, ce plan-là, on a besoin de ça pendant 3 secondes, ça va nous coûter autant avec la caméra là, on a besoin de tel élément de décor. Donc de plus en plus, ils insistent pour avant de produire un film, avant d'aller sur le tournage, ils créent généralement le film entièrement en images de synthèse avec des versions très rapides de chaque plan. Malheureusement, certains films comme à l'époque Thor 2, ils avaient bien sûr fait la prévise sur tout le plan, mais comme ils ont remonté tout le film pendant la post-prod, donc le film a entièrement changé, genre on a eu 1600 plans au total, ce qui était pas mal pour 2013 à l'époque, et en quelques mois on a dû tout recommencer le travail, parce que même s'ils avaient eu la prévise, assez prévise pour tout travailler, ils ont changé l'histoire complètement pendant le travail de post-prod. Donc ça c'est une particularité de Marvel. Ce qu'ils font beaucoup, c'est ils appellent ça un travail organique, c'est-à-dire qu'ils continuent à améliorer l'histoire pendant la post-prod. Donc l'histoire peut totalement changer si jamais, en fait, ils ont ce qui s'appelle des projections, des screening tests. Des screening tests, donc ils font appel à un public sélectionné de 100 ou 200 personnes. Ils leur donnent un bloc-notes et le but c'est, pendant qu'ils sont en train de monter le film, avec très peu d'effets, ils présentent le film à certaines personnes et ces personnes prennent des notes et disent voilà, ça marche, ça marche pas, ça il faudrait changer. Et ils écoutent ce public test, c'est un échantillon de test comme on teste des produits, n'importe quel produit commercial. Et suivant ce que les échantillons de personnes disent, ils vont changer le film. Donc parfois ils ont des avis très positifs, donc le film est très bien, ça continue, il n'y a pas de problème. Mais quand les avis sont trop négatifs, par exemple, je me rappelle une projection test où il y avait plus de 29 pages de changements, de trucs qui n'allaient pas. Dans ce cas-là, parfois ils vont jusqu'à arrêter la production pendant 1 mois ou 2, ils vont jusqu'à rajouter, ce qui arrive à certains films, je pense au Jungle Book de Serkis en ce moment, donc le deuxième Jungle Book, celui qui est fait, donc le Disney est sorti maintenant, mais il y a un deuxième Jungle Book qui est beaucoup plus sombre, qui est en train d'être tourné. Ils arrêtent la post-prod, donc ils arrêtent tout, ils mettent tout en pause, et là ils vont retourner pendant 2 mois, reprendre leur caméra, retourner sur le plateau, et pour changer le film, pour être sûr que, parce qu'il faut se rendre compte que maintenant c'est devenu une machine à faire des films, donc ils veulent être sûrs que le film sera bien accueilli, et ils veulent être sûrs que le film sera rentable en salle, donc c'est ce genre de film. Donc voilà, donc c'est l'explication de la prévise. Donc il faut se dire qu'actuellement tous les films à effets visuels ont une prévise avant le tournage. Ouais, donc vous voyez, les prévises sont généralement très proches. C'est pas exactement la même chose, c'est très simple, mais c'est très proche et ça permet d'expliquer l'histoire, d'expliquer ce qui va se passer. Et ouais. Ils auraient me changer les yeux, pardon, sur celui-là.
Oui, ça c'est un... Si tu veux traiter sur... Donc c'est généralement ce qu'ils font quand ils doivent créer des personnages en 3D. Donc c'est Colossus, le personnage en full 3D, donc c'est un personnage métallique. Donc ils prennent l'acteur et ils prennent un maximum de références de peau et de scan. Et dans ce cas-là, vu que le personnage est en métal, ils n'utilisent pas la peau, mais ils vont utiliser toutes ces expressions faciales et la façon dont son visage bouge quand il parle, quand il explique les choses, et tenter de recréer ça en 3D. Donc il y a différentes techniques de scan de personnages. Dans ce cas-là, ils ont juste filmé dans différents angles. Ils n'ont pas commencé à faire du tracking sur le visage pour avoir tous les détails de peau. Et donc ça se fait de plus en plus. Ça se fait déjà depuis pas mal de temps d'utiliser d'être très proche de l'acteur et de prendre un maximum de références sur tous les angles pour voir comment, pour aider l'animateur à travailler, donc à pouvoir créer tous les détails du visage en animation. C'est peut-être aussi parce que, en fait, quand on parle des doubleurs numériques, là, il y a une notion dans le cinéma, ce qu'on appelle le terme anglais, c'est suspension of disbelief, traduit en français, c'est l'arrêt de croire à la magie qu'on nous montre d'une certaine manière. Et je ne sais pas, quand vous allez voir un magicien sur scène, c'est la question, est-ce que vous voulez absolument savoir comment il fait, ou est-ce que vous pouvez vous laisser porter par la magie? Et il y a un moment critique quand même au cinéma, c'est que quand on voit quelque chose, une doublure numérique par exemple, et on se dit à un certain moment, eh ben c'est faux et c'est tout ce qu'on veut pas. Tous, même quand on voit des super-héros qui font des choses qui sont absolument incapables de faire en tant qu'humains, on ne veut pas se poser à un certain moment la question, non, ça c'est pas crédible. Même avec des super-pouvoirs, ils pouvaient pas le faire comme ça. Et pour que la crédibilité reste intacte, il y a effectivement la notion de la reconnaissance du visage. Et donc tous les doublures numériques, en fait, quand on voit la progression dans le temps, parce que je me souviens le James Bond Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais, ils avaient Pierce Brosnan qui faisait du surf sur un bout de métal, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était presque cheap, c'était pas terrible, mais c'était un des premiers digidoubles vraiment en entier, comme ça, qu'on voyait de relativement près. Et sur les années, avec toutes les évolutions qui sont faites, c'est la question jusqu'où je peux m'approcher avec ma caméra au visage du comédien et de le revoir en numérique. Alors aujourd'hui, on y est, faut quand même le dire. Le meilleur pour l'instant digidouble qu'on ait vu dans l'industrie, c'est Weta pour Fast and Furious 7, donc c'était Paul Walker, je pense, donc le policier. On est très proche, on a vraiment une très bonne qualité. C'est de plus en plus dur de voir la différence d'un vrai acteur et sa doublure numérique, mais ça demande énormément de travail, de préparation, de la texture de la peau, les cheveux, l'animation aussi est très dure, donc ça demande beaucoup de travail. Donc on espère que dans plusieurs années, le travail sera facilité par des nouvelles techniques qui arriveront. Et justement, au niveau de l'expression faciale, c'est bon, on l'a vu avec le Gollum et aussi avec les Na'vi dans Avatar, mais c'est le moment là où c'est le plus critique de dire, même si je sais que le personnage, et donc justement, je pensais pour cela, on a vu les scans des comédiens, même si je sais que le personnage est entièrement en image de synthèse, je veux avoir son expression, je veux croire à son expression. Et donc, c'est pour ça aussi, souvent, même les personnages entièrement en image de synthèse sont joués par les comédiens pour qu'on ait la vraie référence de petites choses. Je ne sais pas, moi, un de mes comédiens préférés, c'est Christopher Walken, par exemple. Et lui, les petits tics comme ça, quand il clin, jusque d'un petit clin d'œil dans le coin d'œil, jusqu'avec un œil. Mais ça, c'est des choses très humaines et on est très sensible à ça. Et donc, même les personnages entièrement en image de synthèse sont joués par des comédiens pour qu'on récupère toute cette expression faciale pour leur calquer dessus. Oui, tout à fait. Ici, on a une explication un peu plus technique. Je ne sais pas si vous voulez... je ne sais pas combien il y a de personnes qui ne sont pas dans les écoles Artefix ou ESMA ou autres. Très peu de personnes, en fait. D'accord. D'accord, il y a beaucoup de personnes d'école, en fait. Donc, certains trucs et astuces sont utilisés dans les studios, même à ce niveau-là de travail, pour économiser du temps, économiser un peu de temps sur le planning et d'argent. Donc, dès qu'on peut trouver des raccourcis, par exemple, dans le cas où on veut rajouter un peu de réflexion sur le masque du personnage,
On peut utiliser donc, le body track, donc le personnage qui a été traqué, donc l'étape que Fabrice nous a expliqué, avec le tracking du personnage, et recréer dans notre logiciel de compositing, donc à la dernière étape, on peut recréer des lumières de réflexion. Donc en fait, plutôt que de passer toutes les étapes par étape, on passe de la première étape à la dernière étape, en sautant toutes les étapes intermédiaires. Donc généralement, au plus de trucs et astuces on peut trouver pour gagner du temps, pour certains plans qui sont moins fastidieux, et aussi pour limiter le temps de travail des artistes, donc lighter, des riggers, des animateurs. On essaye de trouver des raccourcis, c'est juste de l'optimisation qu'on essaie de faire. Donc ça, c'est un exemple d'optimisation pour ce qu'ils disent specular path, donc c'est les réflexions lumineuses d'ambiance, enfin les réflexions lumineuses de l'environnement, pardon. Et donc, ce qu'on utilise, c'est on utilise le tracking du personnage, donc le personnage réel qui a été traqué, et dans Nuke, qui est notre logiciel de compositing, donc logiciel où on intègre tous les passes ensemble pour créer le produit final que l'on va délivrer au client. Donc c'est comme un chef d'orchestre qui prendrait tous ces instruments, qui met tous ces instruments dans un même software, dans un même programme, et après il fait un mixage si on veut, et ce mixage c'est le rendu final qu'on va vendre, qu'on va donner au client. Donc voilà, c'est juste un exemple sur Deadpool, des techniques de raccourcis qu'ils ont utilisées. Ouais, non, ça c'est un peu trop technique, je pense. Je vais d'abord après. C'est quoi cette peau? Ouais, ça, c'est des exemples aussi en compositing. Ce que nous allons faire, c'est rajouter des flammes, rajouter des éléments de stock shot. Donc plutôt que d'avoir tout en full 3D, ce qu'on utilise beaucoup, c'est comme on voit les flammes lumineuses là, donc on détourne les personnages. Dans ce cas-ci, on n'a pas de quille, donc, parce que ça a été tourné sur plateau, donc on n'a pas de fond vert ou de fond bleu derrière. Donc la seule solution qu'on a, c'est de détourer, donc c'est-à-dire comme dans Photoshop, de faire un détourage autour des personnages, d'isoler ces personnages. Et on utilise beaucoup d'éléments, beaucoup de stock shots, parce que c'est quand même beaucoup plus réaliste que d'essayer. Ça prend beaucoup moins de temps que de les refaire en 3D. On utilise généralement beaucoup de stock shots pour tout ce qui est feu, fumée, dans ce cas-là où l'élément derrière est flou, donc il défocus. Donc ça c'est du pur compositing généralement, et on doit placer les éléments pour que ce soit le plus entre guillemets joli possible, et aussi pour que ça marche dans la continuité du montage, donc qu'il n'y ait pas des erreurs de raccord. Par exemple, si on met cet élément de feu dans ce plan-là, il faut être sûr que s'il y a d'autres plans avec le même angle de caméra, donc le même angle de prise de vue, on aura le même élément de feu avec un temps un peu différent, parce que sinon on va voir que c'est une copie. Mais généralement, on utilise beaucoup de raccourcis comme ça pour ce genre de plan. Comme là, on voit sur le personnage à droite, on a les reflets aussi des flammes sur le personnage. C'est le travail de lighting, compositeur, ça va être... Non, dans ce cas-là, c'est sur plateau. Ils utilisent des lampes. Ils savent que l'ambiance sur plateau va être une ambiance de feu, même s'ils ne peuvent pas placer de flammes proches d'eux, parce que c'est trop risqué et les assurances n'accepteraient pas. Donc ils placent généralement des lumières, ici lumière directionnelle, pour montrer, avec la même température de couleur, donc une couleur qui se rapproche de la couleur flamme, qui permet d'intégrer plus facilement le personnage dans l'environnement, même si le feu n'est pas présent sur le plateau. Donc voilà pour les images sur Batman versus Superman. Peut-être Julien? Oui, donc on va passer à Marvel, l'univers Marvel. Donc, pour commencer, je vais vous parler. On va commencer par vous montrer le breakdown d'Avenger Age of Ultron, donc le dernier Avenger qui est sorti, donc, qui est passé en salle il n'y a pas si longtemps que ça. Et on va démonter quelques plans, on va vous expliquer ce qu'ils ont fait exactement. Ensuite, on va discuter de la méthode dont Marvel utilise pour travailler, et aussi je vais vous montrer la timeline avec tous les futurs projets Marvel. On n'a pas le droit de donner beaucoup d'informations sur le futur des projets, donc je vais vous en donner, mais on ne peut pas tout vous donner, malheureusement.
Donc, commençons par les footage d'Avengers. Alors, commençons d'abord, parce que ça, je trouve ça marrant, tous les films Marvel, quand ils sont en production, ils ont un nom de code. Oui, tout à fait. Par exemple, Captain America, il s'appelle pas Captain America. Et tous les échanges, mail, courrier et autres qui se font ont un nom de code. Alors, par exemple, c'était quoi les noms de code? On n'a même pas le droit de le dire. Si, sur Avengers, c'était AFT, donc c'était After Party en fait. Donc sur le clap, généralement, ils utilisent un nom de code pour éviter, simplement si on est dans un restaurant et qu'on commence à parler du projet, pour éviter que les personnes autour comprennent de quoi on parle. C'est juste pour ça. Mais tous les films, que ce soit Marvel, que ce soit Harry Potter à l'époque, le dernier Harry Potter, c'était Extra Time, ET2. C'était parce que c'était le 8e Harry Potter et que c'était le dernier. Donc on était sûr que dans les restos, quand on allait manger le midi à Soho, quand on parlait, les gens qui n'étaient pas sur le projet ne savaient pas de quel projet on parlait. Tous les Jungle Books, c'était GB. Là, à chaque fois, un doc qu'on doit utiliser, on doit utiliser ces noms de code tout au long du film, jusqu'au moment où le film est sorti. Donc, voilà, pour éviter de donner des informations. Mais c'est drôle parce que si aujourd'hui vous trouvez des informations, si vous faites Google After Party, vous trouvez peut-être des informations sur le Marvel, seulement vous ne savez pas que c'était les Avengers. Oui, tout à fait. Oui, chaque Avengers, enfin chaque projet, que ce soit Marvel ou autre, tous les films sont comme ça. Ils ont toujours un nom de code et les noms de code sont définis au tournage, en pré-production. C'est pour ça que sur le clap, il y a toujours le nom de code. C'est quelque chose qui est défini très tôt dans la production. Donc. J'avais même calqué sur un clip sur lequel j'avais travaillé, justement pendant les Harry Potter. On avait appelé ça Voldemort, le clip, parce que celui dont il ne faut pas dire le nom, comme ça on avait le nom de code parfait, de dire on ne dira jamais qui c'est. Donc, on va commencer par le breakdown de Vision. Donc, Vision, c'est un caractère qui apparaît dans les Avengers, dans le dernier Avenger. J'espère que tout le monde a vu le film, parce qu'il va y avoir quelques spoilers. Donc, qui apparaît dans les Avengers et qui continuera dans Captain America et dans le futur Civil War, qui est en train d'être terminé dans les studios de post-production pour l'instant, parce qu'il sort très bientôt, je pense qu'ils sont le prochain. Civil War, oui. La 5 mai. Ouais, donc c'est assez proche. Donc, ce personnage-là, comment ils l'ont travaillé? Donc, vous voyez que c'était un acteur tout à fait réel sur le plateau, mais tout ce qui est cap, tout ce qui est visage est refait. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a plein de petits marqueurs de tracking sur son visage, donc des petits points blancs, qui permettent d'aider les animateurs à recréer et aussi qui permettent les match movers à positionner correctement la version 3D sur le visage. Donc ça facilite le tracking du visage, ça veut dire que c'est un travail ça automatise un peu le tracking, et ça veut dire aussi que son visage est changé sur pratiquement tous les plans du film. Donc vous voyez, et ça, c'est le genre de plan très difficile à travailler, dans le sens où on doit commencer à enlever les câbles qui passent devant lui, donc on doit recréer la matière qui est derrière le câble, qui n'existe pas parce qu'on ne voit pas, on l'a pas tourné. Et c'est du travail qui met du temps. Dans ce cas-ci, son costume ne bouge pas beaucoup, n'interagit pas beaucoup avec le vent, ou ne bouge pas trop, donc on a de la chance. Mais imaginez si c'est robe de mariée ou autre, on doit recréer tous les éléments qui sont derrière le câble ou derrière les harnais de sécurité. Ce qui est du travail un peu... encore une fois, ça la débrouille, on doit essayer de recréer en patchant, enfin en copiant les images qui sont autour du harnais. Et on doit essayer de masquer ça comme ça. Et aussi, dans ce type de plan, ce qui est très difficile, je ne sais pas si je peux revoliner un peu, voilà. Voilà. Ce qui est très difficile dans ce type de plan, ce qui nous pose vraiment pas mal de problèmes en termes de travail, c'est quand le green key, dans ce cas-là, n'est pas assez haut, n'est pas assez long. Donc on sait qu'ils ont des limites sur plateau de taille, parce que parfois... Ils ne peuvent pas avoir des green keys qui vont à l'infini dans le ciel, c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, au niveau de la coupure à la tête, au niveau de la transition entre le verre et le ciel, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire. Vous voyez aussi, le ciel est brûlé, donc ce qu'il y a autour du casque, ce qu'il y a autour de sa tête sera très difficile à retrouver les détails manquants. Donc c'est pour ça que dans ce cas-ci, on a de la chance, c'est un personnage qui a une tête en 3D, donc ça posera pas de problème. Mais on a beaucoup de cas où on doit recommencer par recréer les cheveux, on doit faire très attention à la transition à l'endroit où ça coupe entre le fond vert et le ciel. C'est vraiment le genre de cas qui sont extrêmement difficiles à travailler.
Et dans ce cas-ci, vous voyez, toutes les croix rouges sont utilisées pour traquer. Donc, ça va aider à retrouver le mouvement de caméra qui a été utilisé. Et une fois que le mouvement de caméra est refait de façon virtuelle, une fois qu'on a le mouvement de caméra dans la machine, on peut commencer à placer le décor. Tant qu'on n'a pas cette caméra virtuelle, donc cette caméra refaite, reproduite dans votre environnement 3D, vous ne pouvez pas commencer à placer les éléments de décor. Ils n'ont pas trop abusé en Croix-Rouge, là, parce qu'il y en a un marqueur qui est parfois à l'image. Oui, ce cas-ci, c'est assez dur, c'est généralement des casse-têtes. C'est pour ça que je vais montrer ce cas-là, parce que c'est un cas assez compliqué, même si le plan en lui-même n'a rien d'extraordinaire, c'est juste le personnage principal qui descend, mais on doit créer toute une ville derrière, ou tout un décor derrière, et dans ce cas-ci, on n'a qu'un marqueur de tracking. Le personnage bouge différemment du background, donc ça va créer du parallaxe entre le background et le personnage, et ce qui va permettre d'aider à la caméra, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas assez de marqueurs de tracking derrière pour pouvoir parfaitement avoir un caméra track. Donc dans ce cas-là, la personne qui fait ça devra, je pense, le faire manuellement et cleaner beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est vraiment pas évident, ou alors il faut trouver d'autres choses à traquer, même dans le fond vert, s'il n'y a pas de croix. Des fois, on n'a pas de choix, en fait, tout dépend. Mais là, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être évident à traquer. Je pense ce qui peut, sans trop rentrer dans le détail, mais je pense ce qui peut aider, c'est qu'on a des images plus larges, où on a tous les points track sur une même image, parce que là, on sait que ces points track, cette croix, elle sera là seulement une partie, mais on sait que l'autre qu'on a vu avant, elle sera là à quelle distance, donc on commence à interpoler, de faire comme ça par petits bouts, mais effectivement, et comme je disais hier, on peut plus dire c'est pas possible. Je veux dire, non mais c'est vrai, moi j'ai dit depuis Jurassic Park, c'est pour moi un peu une date clé en 93, on a vu les dinosaures qui marchent sur la Terre, on peut pas dire c'est pas possible, on peut juste dire ça prendra tant de temps et ça coûtera tant, parce qu'il y a tant de gens qui doivent travailler dessus, mais en gros, on n'a plus le droit. Oui, on peut tout faire dans ce cas-là. Je pense que le Mac Move Artist devra travailler la caméra manuellement, donc devra améliorer la caméra manuellement. Ce qu'on utilise aussi souvent, de plus en plus dans la production, c'est des scanners. Donc en fait, par exemple, si on prend cette salle-ci, on place un scanner LIDAR, ça s'appelle. C'est un scanner laser qu'on met au milieu de la pièce ici, qui va envoyer des rayons laser sur toute la pièce, dans toutes les directions, et qui va, grâce à ces rayons laser, définir la position de chaque élément dans la pièce, donc tous les meubles, enfin tous les sièges et toutes les personnes, et qui va recréer une image virtuelle de la pièce. Ça représente beaucoup de data, ça crée une sorte de point cloud, une sorte de nuage de points, mais grâce à ça, on peut connaître exactement les positions de chaque meuble dans la pièce, on peut connaître les positions de chaque lampe, et ça nous aidera de plus en plus, ce qu'on utilise, ça nous aide à remettre l'élément au bon endroit, et ça nous facilite aussi parce qu'après on met la caméra dans la pièce comme si on plaçait une vraie caméra, et on peut, ça peut nous aider pour le match move de solver, enfin de résoudre le problème de caméra. Donc voilà, donc c'est encore un autre exemple avec Vision, donc la façon dont il a été travaillé. Donc on retire, on clean la partie de son cou, on garde quand même quelques parties de son visage, et on rajoute son masque en 3D. Donc on a gardé quand même ses yeux, on a gardé sa bouche, son nez, c'est quand même pour le faire un peu plus réel, et ici on a chaque passe pour vous montrer quelles sont les étapes qui sont rajoutées. Toutes les étapes sont rajoutées en compositing, donc on reçoit tous les rendus du lighting, donc évidemment pour recréer la 3D, le modèle avec l'éclairage qui match sur le set, on a une place de lighting, donc il y a des personnes qui placent une lumière virtuelle pour matcher, pour avoir la même qualité de lumière que la lumière réelle, et chaque passe est ajouté en compositing. Bon, ici on a un autre exemple de plateau, donc parfois, suivant les décors, ils ont des décors un peu plus fournis, dans ce cas-ci, il faut juste remplacer les fonds verts extérieurs, ce qui est assez facile en termes de travail. Bon, c'est la bataille de fin quand ils se battent contre tous les robots. Vous voyez que c'est pas souvent simple de devoir jouer sans personne, je veux dire sans robots, sans exemple parce qu'il y avait quand même une grosse série de robots qui attaquaient, et c'est parfois très difficile de jouer sans aide.
Donc, comme vous le voyez, on le voit en bas, il y a pas mal de sociétés qui travaillent sur les mêmes personnages, sur les mêmes shots. Souvent, on s'échange des assets entre compagnies, même si donc le modèle c'est facilement échangeable, même parfois si des compagnies comme Weta ont des meshes, donc des modèles tellement lourds en termes de place qu'elles sont pas faciles à travailler dans les autres compagnies. Mais par contre, tout ce qui est rigging, donc c'est-à-dire créer le squelette intérieur qui va permettre l'animation, tout ce qui est la façon dont les textures sont appliquées, les shading, donc c'est-à-dire la façon dont la texture va réagir, le modèle va réagir aux lumières, tout ça, généralement, c'est très dur, voire impossible de transmettre ça de compagnie en compagnie, car ils ont des pipelines totalement différents. On n'a pas de pipeline unifié, malheureusement, entre les compagnies. Donc, généralement, ce qu'on reçoit, c'est les modèles, donc juste le mesh, donc l'enveloppe qui a été modélisée par quelqu'un, et les textures, et le reste, on se débrouille. On doit essayer de matcher à l'œil, matcher par rapport à ce qu'ils ont comme exemple, et c'est de la débrouille pour essayer de matcher le maximum entre les compagnies. Donc, malheureusement, pour ça, on n'a pas en toutes les compagnies mondialement, on n'a pas de système parfait pour échanger les informations. Combien de compagnies différentes, on va dire les gros prestataires, travaillent sur un film comme celui-là? Je sais qu'au total, il y avait une histoire de 17 prestataires, mais en comptant les petites compagnies et les grosses compagnies. En gros les grosses compagnies, il y avait, à mon avis, les 4 ou 5 principales. Dinec, Framestore, je pense au ILM, je ne sais pas si Weta avait travaillé dessus, je ne sais plus. Les usual suspects, comme on dit, les habitués. Et comment se fait, est-ce que tu sais comment se fait la répartition de dire telle compagnie va travailler telle séquence? C'est par capacité, donc chaque compagnie a un reel, donc chaque compagnie a une réputation aussi, ils savent ce qu'ils savent créer et ce qu'ils ne savent pas faire. C'est par capacité et par budget aussi, par prix généralement. Les tarifs des compagnies varient suivant les pays, et il y a aussi une guerre de marché où les compagnies essayent d'avoir des projets pour leur réputation et pour montrer qu'ils savent le faire. Donc ça c'est toujours des guerres de production, à part Weta ou ILM qui ont leur niveau, qui ont leur réputation, ils ont leur prix, et eux, ils sont respectés. Le reste des compagnies, suivant les projets, ils essayent de bider, en compétition avec les autres compagnies, c'est jamais très clair la façon dont ils arrivent à avoir le projet. Alors, bider, ça ne veut pas faire un bid, ça veut dire faire un devis. Hein. Oui, faire un devis. Donc, donc dans ce cas-là, donc Framestore avait reçu les assets, ils ont créé la cape, tout ça c'est créé en 3D. De nouveau, la première étape de Match Move qu'on a vu tantôt avec le body track est utilisée dans ce cas-ci pour mettre la cape et l'élément, les polières au bon endroit, pour avoir les bonnes ombres sur le corps. Et c'est fait, tout ça est fait en post-prod. Donc vous voyez, même là, ici, ils ne sont pas cassés la tête à être dans une forêt, ils ont juste été filmés un matin dans une forêt avec quelques stock shots. Ils ont placé le personnage sur fond vert et ils l'ont intégré simplement. Donc voilà. Donc ça c'était Vision. Donc maintenant on va regarder quelques extraits du trailer d'Avenger et on va découper quelques plans et je vais vous expliquer un peu ce qui a été fait, ce qui est réel, ce qui n'est pas et quelle boîte a fait quoi. Il n'y a pas de son pour éviter qu'il y ait des problèmes avec eux, ou je veux dire que je puisse parler au-dessus. Donc vous pourriez croire qu'un plan comme ça est filmé, donc je vous laisse passer dessus, un peu de gomme. Voilà. Vous pouvez croire qu'un plan comme ça est filmé, mais généralement, à l'heure actuelle, on arrive totalement à reproduire ça en CG. Dans ce cas-ci, il devait y avoir le plateau, si je me rappelle bien, suivant les breakdowns, on avait vu le plateau, mais à l'heure actuelle, avec les technologies actuelles, on pourrait faire ça entièrement en 3D, et on y arriverait parfaitement bien. Donc oui, tout ce qui est robot, ouais, d'ailleurs, on a des bons films d'école qui peuvent produire des chouettes images, presque à ce niveau-là, disons. Tables, ce qu'on appelle ça, je vais revenir un peu. Pardon. Voilà. Donc, ce qu'on fait généralement
pour tester l'éclairage d'un personnage et tester aussi les shaders et tester la façon dont la texture réagit pour essayer, pour vérifier que le personnage soit bien fait au niveau texture, donc au niveau des maps de peau qu'on va lui appliquer sur le corps et sur le visage, pour être sûr que le shader, donc la façon dont le matériel va réagir à la lumière, on fait ce genre de test, donc on place ce qui s'appelle un éclairage neutre, et on fait tourner le personnage sur lui-même, et là-dessus on discute en délice, on discute avec l'équipe, voir qu'est-ce qu'on doit changer comme map, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, si les valeurs sont bonnes, voir surtout, quand vous voyez les réflexions sur les lèvres, la façon dont la lumière réagit, c'est très important, c'est généralement très dur, mais une fois que votre personnage fonctionne dans un environnement neutre comme celui-là, on l'essaye dans différents décors, on l'essaye dans différents environnements, mais on a déjà une bonne base de travail et on peut déjà vérifier pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. Non, en fait, c'est pas bon, je vais te Donc voilà, on peut tester. Ça, c'était un exemple de blend shape avec le sculpt, avec le displacement. Donc, qu'est-ce que c'est le displacement? C'est on crée tous les petits détails sur la peau qui vont réagir avec la lumière. Et en fait, la peau, plutôt que d'être lisse, la peau est composée de plein de petits pores et plein de petites de rides. Et on doit générer ça sur le personnage, ce qui demande pas mal de temps de calcul, mais qui rajoute beaucoup en termes de qualité et en termes de réalisme. Voilà, on a des exemples donc entre la transition entre Hulk et le personnage du Docteur. Aussi, depuis quelques années, on a une tendance à recréer tous les muscles en dessous de la peau pour être sûr que le corps réagisse de façon physiquement plausible, physiquement correcte. En plus du lighting, on a donc toute la peau qui glisse sur les muscles, on a la façon dont les muscles vont bouger, et ce qui va rajouter beaucoup de réalisme dans le plan. Vous voyez, donc c'était la bataille finale où on a rendu le Hulk, où vous voyez la qualité des peaux, des veines, vous voyez le souci du détail qui sont apportés au travail, vous voyez aussi les cheveux, la façon dont la fourrure a été traitée, comme on a eu l'exemple de Jungle Book il y a 2 jours, je ne sais pas combien de milliers de cheveux il y a sur sa tête, mais c'est déjà du travail. Il faut penser que chaque élément est calculé sur la femme et ça peut prendre beaucoup de temps pour calculer une image. Je pense, si mes souvenirs sont bons sur le temps de calcul, il y avait la question, si on prenait un ordinateur de bureau ordinaire, c'était pour Iron Man le 3, si on prenait un ordinateur de bureau avec un processeur, voilà, qu'on trouve à la FNAC, et on devrait rendre l'ensemble des films sur cet ordinateur-là, quand est-ce qu'on aurait dû commencer pour que ça soit sorti à la date de sortie? C'était 1836, avant Jésus-Christ. Oui, généralement, donc, on utilise des grosses farms, donc on utilise des frigos entiers de processeurs. Il faut savoir aussi qu'on fait beaucoup de versions pour le client, donc généralement, la version 1 n'est jamais acceptée, c'est un mythe. Et parfois, on se trouve à une centaine de versions en termes de lighting, en termes d'animation, et en termes d'effets, surtout les effets, ça prend beaucoup de temps, parce que les effets doivent être simulés au premier et après rendus avec le lighting, donc les effets prennent généralement plusieurs étapes. Et je peux vous dire, quand le vendredi soir, les FX lancent les simulations sur la farm, tous les bureaux sont ralentis et on sait, là, il lance les signes pour le week-end parce qu'on sent qu'on a du mal, on sent que le réseau est saturé. Donc ça, c'est quelque chose qui demande encore beaucoup de puissance processeur. Mais on augmente au fur et à mesure, les machines deviennent de plus en plus puissantes, les processeurs deviennent de plus en plus rapides, mais aussi, d'un autre côté, on pourrait se dire, bon, on va mettre moins de temps. D'un autre côté, les images, avant on travaillait en 2K, maintenant on commence à travailler en 3K ou 4K. Bientôt, on aura les TV, l'industrie de la TV va nous donner des TV 8K, donc on devra rendre des images format-là. Donc même si les processeurs vont plus vite, même si la mémoire augmente, les tailles d'images font qu'on doit fournir de plus en plus
de grosses images, donc de plus en plus. Et encore pour les mathématiques, je ne suis pas très matheux, mais juste pour le rappeler, quand on passe de 2K à 4K, c'est pas 2 fois plus de pixels, c'est 4 fois plus de pixels, parce qu'on double et la résolution horizontale et la résolution verticale. Donc quand on passe de 2K à 4K, on a 4 fois plus de pixels à calculer. Et en 8, je veux même pas savoir. Alors, est-ce qu'on fait... on reste toujours pour l'instant à 24 images secondes? Pour l'instant, ça dépend des compagnies. Weta a déjà... Ça, c'est l'autre tueur de pixels. Weta a déjà fait pas mal de projets en 48 images secondes. On avait des rumeurs comme quoi Avatar allait être fait en 60. Non, je ne sais pas si ça va changer ou pas. Mais bien sûr, ça va augmenter le nombre d'images à rendre, donc ça va augmenter le temps de rendu. Ça diminue aussi, d'un autre côté, ça diminue le motion blur, donc le flou que vous voyez par exemple quand il court, ça diminue ça, donc votre image va être plus nette, mais ça coûtera plus cher à calculer sur la ferme, c'est sûr. Mais entre choisir un film comme Interstellar où on travaille en 6K pour le IMAX, où on travaille en IMAX, et c'était très lent à travailler les cours. En compositing, c'était assembler les images, c'était très très lent, ça mettait énormément de temps. Ou passer beaucoup de temps sur la farm, je sais pas quel est le mieux. Alors je pense qu'il y a un film où tu es content que tu ne travailles pas dessus. C'est le dernier Ang Lee qui se fait actuellement. Il est en 120 images secondes, en relief et en 4K. Ah oui, d'accord. Mais vous savez, pour dit double négatif, pour faire un ride pour Harry Potter, en stéréo, 60 images secondes, au point de vue rendu, c'était énorme aussi. Et pour checker ça, pour vérifier vos résultats, c'est très, très compliqué, parce que vous lancez le rendu et vous revenez quelques jours après. Donc c'est très Pour une difficile. image. Pour une image, tout à fait, oui, tout à fait, pour une image. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour vraiment conclure. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas avant qu'on termine. Voilà. Tu as peut-être encore des choses à rajouter, non? Non. On peut lancer les questions si vous voulez. Pas... Avant qu'on se retrouve frustré, allez-y. Bonjour. Vous aviez dit du coup qu'il allait avoir un autre Jungle Book. Ça va être une suite ou ça va... Ah non, c'est c'est pas une suite, c'est une version parallèle qui va être beaucoup plus sombre, mais c'est en production. De toute façon, c'est dans la presse, c'est pas un secret. Ça a été arrêté pour l'instant parce qu'ils vont re-shooter. Donc c'est une autre histoire. Bon, il y a aussi Tarzan parallèle, il y a Jungle Book. C'est l'année de la jungle, je crois. Donc, et je crois qu'on a vu dans la presse que Jungle Book de Disney, il va y avoir une suite, je pense. Ils en parlent déjà dans la presse spécialisée. J'ai vu ça sur Twitter, je pense, hier ou avant-hier. Parce que le film marche bien, et Disney va... Ils sont en train de faire La Belle et la Bête, ils sont en train de faire tous leurs films à l'heure actuelle, enfin, avec les technologies actuelles. Ils n'ont plus d'idées. Ouais, on peut dire ça. Le recyclage. Ça fait du travail, ça fait du travail. Oui. Mais quel abruti! Quel abruti, putain! C'est vraiment un abruti, ce mec. Oh non, mais je vais le niquer. Putain, il est trop con, quoi. Il est trop con. Bonjour. Bonjour. Pour parler, quand vous parliez de la résolution, en fait, vous travaillez, même si le réalisateur filme en 4 ou 6K, vous faites les effets spéciaux en 2K? Ça dépend des projets, ça dépend vraiment des projets. Oui, généralement c'est en 2K, donc ça dépend vraiment, maintenant ça dépend des projets, ça dépend de ce que le réalisateur veut faire. Par exemple, le projet sur lequel je travaille pour l'instant, c'est du Alexa en restant 3K et demi, donc Interstellar c'était en 6K, enfin 5,6K. Ça dépend vraiment des projets, mais la norme voulait qu'on travaille en 2K jusqu'à pas si longtemps, mais ça change, ça évolue suivant. Chaque projet définit son standard, et ce qu'ils veulent, ils se donnent un cahier de charge au début en disant le format qu'on veut, la taille qu'on veut, les noms, les nomenclatures, ils définissent tout. La production nous envoie un dossier, on choisit, enfin on regarde ce dossier, on reste exclusivement. Donc ça dépend à chaque fois, c'est différent. Mais quand vous voyez The Hobbit, que c'était je crois que c'est du 4K en 48 images secondes, donc ça dépend vraiment des compagnies, des projets. C'est vraiment le projet, le producteur qui décide, on ne choisit pas. Mais c'est mieux, si on peut travailler en 2K, c'est mieux parce que c'est plus facile pour nos mecs. Et la Bible de la production est plus épais que le scénario? Non, on va dire ça, j'espère que non. Enfin, ça dépend quel film. Bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà expérimenté la lithocaméra qui donne une information de profondeur? On a souvent sur le plateau des caméras witness, donc c'est des caméras témoins, comme on dit.
Et ces caméras témoins permettent, donc c'est des angles différents, généralement c'est des GoPro, ou c'est des petites caméras qui sont mises un peu partout sur le plateau, et ces caméras, comme vous dites, aident pour récupérer parfois la depth, donc la Z, ou aident surtout le match move, pour positionner les éléments dans le décor au bon endroit. Donc ça s'utilise de plus en plus, les caméras témoins, mais il y a beaucoup de techniques différentes. Mais je ne sais pas si vous parlez d'une caméra comme un Kinect qui donne la profondeur en temps réel. Non, je pense qu'il parle de la litro caméra. En fait, c'est du time of flight. D'accord, où tu pourras régler la profondeur de champ après en post-prod. Voilà, alors, je ne pourrais pas expliquer le système de la litro en 30 secondes, mais en fait c'est un multicapteur avec une multilentille, et ça, c'est donc pas une image qui est faite, mais c'est une multitude d'images qui est faite. Et par ce principe, on peut récupérer en même temps qu'on a les informations de couleur, donc rouge, vert, bleu, on a aussi une information sur la distance, donc une vraie Z qui vient avec, qui permet, en fait, qui fait un nuage de points finalement, et ce nuage de points, on peut qui correspond à la résolution de la caméra, et on peut. Ouais, c'est une autre technique. On n'a pas encore été testé ça, mais je crois que c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est l'espèce de grosse litro. Voilà, c'est très récent. Il y a beaucoup de gens qui s'exaltent là-dessus, qui disent c'est l'avenir du cinéma. Je fais juste une petite réflexion là-dessus. Est-ce que vous avez jamais vu une litro avec deux optiques différentes? Et pour l'instant, vous n'allez pas le voir. C'est une optique parce que ce n'est pas un capteur qui est derrière, c'est, je sais pas, 40 000 ou je sais pas quoi de pixels actifs. Et donc, c'est un outil de mesure et un outil scientifique fabuleux. Mais de là, faire des films avec ça, bon, il y a Roger Deakins, je pense, qui a commencé à faire une démonstration, mais que ça remplace les caméras de prise de vue réelles habituelles, comme les Alexa et d'autres, je pense que c'est pas pour demain. Et les deux techniques qu'on emploie dans ce cas-ci, si vous voulez une information de depth, on a les caméras témoins qui sont placées, qui nous aideront à définir dans l'espace, mais aussi, comme j'ai dit tantôt, ce qui s'appelle LiDAR, donc l'espèce de caméra laser qu'on met au centre de la pièce, qui va scanner toute la pièce et qui va donner toutes les informations de depth. Si vous prenez le LiDAR, que vous analysez votre caméra et que vous placez la bonne caméra au bon endroit dans le LiDAR, vous reprojetez la plate sur votre LiDAR et vous avez votre environnement 3D avec toutes les couleurs, avec tout en fait. Mais donc le LiDAR s'utilise beaucoup, ça peut s'utiliser en hélicoptère, ça peut s'utiliser dans une pièce. Ça, généralement, dans tous les films, depuis même avant Harry Potter, depuis très longtemps, on utilise Leica, la marque Leica fait des LiDAR, on utilise ça pour avoir les données précises de la pièce et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. J'aurais 3 questions. Okay. La première, c'est étant donné que maintenant, avec le motion blur qui va se réduire avec la qualité des 4K, etc., vous avez dit tout à l'heure que pour changer un vrai acteur par un faux acteur, vous le changez dans le motion blur. Oui, généralement, on essaie de cacher le changement, la transition. Justement, comment vous allez faire maintenant qu'il y a un peu moins de motion blur? Vous avez vu le Hobbit en iPhone? Non. Bon, ben, ça se fait. Il faut que le digidouble soit parfait, soit vraiment très proche du réel, mais ça se voit. Moi, dans le Hobbit, on voyait la transition entre le caractère 3D et le caractère réel. Il va falloir tricher plus possible. Par exemple, vous allez essayer de reprojeter sur la géométrie un maximum le vrai caractère. Donc vous allez, si votre visage, si vous voyez que le visage n'est pas assez semblable, vous allez essayer de reprojeter le visage, de la plate, donc le visage original, un maximum de frames, vous allez essayer de reprocher des morceaux. Ça va être de la débrouille encore quelques temps, jusqu'au moment où on arrivera à une technologie qui permettra d'avoir la transition parfaite. Mais ça, vous voyez comment ça a évolué les 10 dernières années, même les 20 dernières années, depuis Jurassic Park. Si on continue l'évolution à ce rythme-là, dans 10 ans, on pourra scanner les acteurs et on n'aura plus besoin d'eux sur le plateau, on payera juste les droits de l'acteur. Comme ils ont fait les hologrammes pour quelques acteurs, quelques personnes décédées, on scannera les acteurs et puis après on utilisera. Bon, ça crée un problème parce qu'ils ne gagneront plus des millions, mais ils seront scannés une fois et ça sera bon. Même dans 20 ans, nous qui faisons la conférence, on ne sera même pas là. Ça, on verra. Après, ça concerne plutôt les salles vertes, le fond vert, vous savez. Il y a des tailles précises par salle verte ou c'est assez... Ça dépend de l'intérieur-extérieur. Je sais qu'en extérieur, le maximum, le fond vert le plus haut que j'avais vu, c'était 5 containers, les containers dans les ports, mais ils sont limités par le coût de la peinture verte ou de la toile. Ils sont limités par la taille, l'espace. Par exemple, la caméra, si votre caméra, par exemple, je me rappelle Hunger Games, s'il y a une espèce de très long travelling sur des kilomètres, si vous mettez votre fond vert à 1 kilomètre de la caméra, il va être tout petit.
Donc dans ce cas-là, en fait, généralement, vaut mieux pas utiliser de fond vert, détourer tout à la main, ça met plus de temps, plus de travail, mais on fait ça à la main, plutôt que mettre un fond vert et qu'il soit coupé en plein milieu du personnage et on a une transition. C'est plus facile de travailler si on n'a pas de transition entre le fond vert et le ciel, plutôt qu'avoir une transition entre le fond vert et le ciel, et après on est parti pour de la mise. Donc les fonds verts, ça a des avantages, ça a des inconvénients. On peut travailler sans, on rotoscope ce qu'on a besoin, on crée des cheveux quand il nous manque du détail. Mais c'est pas la solution ultime, le fond vert. Et dernière question, du coup. On parlait justement de budget dans les films, etc. Quand on change complètement un personnage comme Batman, comme on a vu tout à l'heure, pour faire des économies, vous changez, vous ne prenez pas le même acteur, le vrai acteur, vous prenez une doublure, non? Pas quand il y a des cascades. Beaucoup de films, que ce soit James Bond ou que ce soit Batman, Superman, on joue avec des doublures, on prend les doublures cascades pour éviter de blesser, parce que l'assurance coûte trop cher si on blessait l'acteur. Mais dans ce cas-là, j'imagine que c'était dans une pièce, l'exemple qu'on a vu tantôt avec Batman, Superman, c'était une pièce fermée, c'était pour avoir le vrai acteur, et on avait la taille, la position, même si on est d'accord, la doublure, on aurait pu utiliser la doublure, parce que la doublure doit avoir le même gabarit, mais ça c'est des choses qui se décident en production, donc on n'a pas trop accès à ça, généralement il est trop tard, et surtout il faut savoir que vu la pression qu'il y a sur le plateau, avec le temps qu'ils ont, le timing, tout est chronométré sur le plateau. Les VFX sup qui sont sur le plateau, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans le sens où ils doivent respecter ce que le réal dit. Si le réal commence à stresser sur un truc, il veut ce truc maintenant. Le VFX sup, il ne peut pas lui dire non, il doit respecter ce qu'il dit. Et comme en plus, il y a de plus en plus de réals qui ont beaucoup d'expérience en VFX, mais les réals de ancienne génération, ils n'acceptent pas encore les VFX, ils pensent que, comme Christopher Nolan, même si c'est pas un vieux réel, mais comme Christopher Nolan, les VFX, ils en veulent pas, c'est difficile le dialogue. Et généralement, on sauve le truc à la fin, et voilà, mais de nouveau, on sauve à la fin, on n'a pas encore notre mot à dire. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire des économies, il pourrait éviter de gaspillage d'argent, comme vous dites, en utilisant une doublure contre un mur, en sachant que tout va être changé. Ouais. On sauve le coup à la fin avec beaucoup d'heures sup, tu as oublié de dire. Et il ne faut pas oublier qu'un acteur aussi, par exemple, il signe pour un film. Et un acteur qui a un contrat avec la production, qui prête sa tête, sa voix, son jeu, tout ça, il ne veut pas forcément être en doublure numérique tout au long du film. Et la question c'est alors, est-ce que c'est tel acteur qui a joué tel personnage, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est les animateurs qui finalement ont fait le film? Donc on ne va pas complètement enlever les acteurs des plateaux de cinéma non plus. Mais voilà, je pense qu'on fait des VFX toujours quand il y a des choses qui sont soit trop dangereuses à faire, soit impossibles. Souvent, ça se résume à ça. Prenez l'exemple du dernier Jungle Book de Disney, que vous avez pu voir il y a quelques jours. Il y a beaucoup de plans quand même où Mowgli, c'est la doublure numérique qui est utilisée. Donc on garde l'acteur. Évidemment, ils ont payé les voix de tous les grands acteurs, Scarlett Johansson et tous les grands acteurs. Mais au final, ce petit garçon n'était pas un acteur ultra célèbre avant, et beaucoup de plans sont avec sa doublure numérique. Donc vous voyez vers quoi on peut tendre dans ce genre de film. Et effectivement, Batman, Superman, dès que Batman a un casque à son armure, je ne pense pas qu'ils ont utilisé Ben Affleck à chaque plan de l'armure. Donc dès qu'il est l'armure, on sait qu'on peut utiliser le double, ou on sait qu'on peut utiliser sa version numérique. Mais par contre, j'ai pas de certitude, mais je ne serais pas surpris, c'est Ben Affleck a enregistré la voix et donné l'intention dans la voix, même si la voix après passe dans le traitement de l'armure et tout ça, mais que ça soit sa voix qui va guider après l'animation qui sera faite par après. Ça, on le fait souvent dans les films d'animation et aussi les films à effets visuels, qu'on enregistre les voix, parce que comment un texte est dit, comment c'est joué, parce que c'est aussi de l'acting, ça va influencer, ça va déterminer la manière de l'animation. Oui, tout à fait, c'est la méthode. Merci en tout cas Julien Dussen pour toutes ces explications. Malheureusement, on doit conclure cette conférence. Merci donc Julien Dussen, merci Fabrice Chico, merci Tim Bandler, superviseur effets visuels. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Les prochains rendez-vous, bien c'est ce soir, la clôture du festival à 20h avec le palmarès des films courts qui étaient en compétition, avec notre jury aussi qui est là, qui a choisi les films en compétition. Le palmarès c'est tout à l'heure à 20h, et la surprise, le film
une surprise à 21h. Ce sera Excalibur qui sera projeté. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci à tous et à bientôt.